Donc bonjour Astrid, Bonjour Martine. ravie de t'avoir dans cette conférence pour le sommet des leaders du 21e siècle. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots justement pour nous dire ce que tu fais et comment tu en es arrivé là? Je m'appelle Astrid Dohentheim. J'ai fondé Akasham pour Académie chamanique, un centre de jeûne, yoga et chamanisme. Donc on y fait toute une série d'activités à l'intention des personnes en recherche. Nous sommes dans le développement personnel, dans le travail sur soi, le bien-être, dans l'idée d'avancer sur son chemin, de libérer des mémoires, des poids, et donc que les personnes se sentent mieux après. La question était ce que je fais. Comment tu en es arrivé là? Parce que c'est vrai que bon, j'ai eu l'occasion moi-même d'aller dans ce magnifique centre. C'est comme ça que je t'ai découverte et c'est vrai que c'était voilà, une semaine à la fois d'épuration, de détox, puisqu'on fait un jeûne, et en même temps à la rencontre de soi. Voilà, on a découvert plein de choses entre les séances de yoga, du matin, qui étaient très intéressantes. Et voilà, mais bon, l'idée, c'est effectivement que tu nous expliques un peu comment tu en es arrivé là, justement. Quel a été ton parcours pour entreprendre? Est-ce que tu as, enfin, j'imagine qu'au départ, tu as peut-être eu une vie salariée. Oui, absolument. Donc, j'ai exercé différents métiers. Différents métiers, je travaillais dans la finance, le leasing, les assurances. Ah oui. Et ensuite informaticienne, par intérêt pour le fonctionnement des choses. Qu'est-ce qui se passe en appuyant sur un bouton, quoi. Derrière le bouton, qu'est-ce qu'il y a? Et jusqu'au jour où il y a eu un basculement. Tiens, je n'aime pas les objectifs de la boîte d'informatique pour laquelle je travaille. En réalité, c'était une filiale informatique d'un géant pharmaceutique. Et donc, je n'ai pas aimé ça et j'ai remis à zéro en me disant, mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc, la première question à se poser, c'est le sens de la vie. Pourquoi est-on sur Terre et qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette question du sens de la vie en ce qui nous concerne? Donc, une chose était sûre, en tout cas, je savais que je ne voulais pas continuer pour ce géant pharmaceutique. Donc, il faut tout recommencer à zéro. Qu'est-ce qui m'importe? Ce qui m'importe, c'est d'apaiser les conflits autour de moi. J'ai jamais aimé les conflits et donc j'avais envie d'un métier pour apaiser les conflits. Et donc je cherchais un métier et puis un jour je suis allée en Nouvelle-Guinée dans un voyage d'agrément et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un basculement. J'ai comme reconnu cette île et j'ai cherché un métier en rapport avec cette île. Ah, euh, Puis ah oui, la Nouvelle-Guinée, d'accord. Nouvelle-Guinée et en particulier la Papouasie occidentale, donc c'est dans le Pacifique Sud au nord de l'Australie. Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier autour de la Nouvelle-Guinée, de la Papouasie? Alors, missionnaire, mais c'est pas tellement dans mes convictions. Antiquaire, pourquoi pas? Mais j'avais pas envie non plus de piller des populations pour mon métier. Ou anthropologue. Et donc, je suis devenue anthropologue. Donc, ça, c'était la base de tout. Et l'anthropologie est encore très présente dans mes activités actuelles. Donc, finalement, ma formation me sert dans ce que je fais maintenant. Mais en attendant, donc là, j'avais pas du tout le profil de l'anthropologue. Donc, je suis partie, j'ai démissionné de mon boulot d'informaticienne. Je suis partie 6 mois en Nouvelle-Guinée et je suis devenue anthropologue jusqu'au doctorat. Donc, je suis docteur en anthropologie. Ah, magnifique. Et ça t'a pris combien de temps pour devenir anthropologue, pour faire ce doctorat? Alors, l'anthropologie, c'est bac+9. Mais par chance, comme j'avais déjà un bagage, ils ont accepté que je fasse les 2 premières années, l'équivalent du bac actuel, l'ancien DUG, en une année. Et ça, ils me l'ont annoncé à la moitié de l'année. Donc, c'était un peu bousculant pour moi, parce que je m'étais dit, bon, je m'étais résignée à faire bac+9. Et puis, finalement, ils me disent, ah non, non, d'accord, on veut bien. Mais j'avais déjà manqué une partie des cours de la deuxième année, puisque je m'attendais à faire la première uniquement. Donc, ça a été compliqué, mais pas de problème. Et puis après, donc, je suis allée jusqu'au doctorat et j'ai adoré ces études, justement parce qu'elles se sont réalisées un peu dans un moment ultime. J'en avais
par-dessus la tête du métier que j'exerçais. Et donc, je voulais du sens. Donc, la première démarche, le sens de la vie, oui, du sens à ce qu'on fait. Bien souvent, on ne se sent plus bien dans son métier parce que ça n'a pas de sens. On a l'impression de ne pas être utile, que ce que l'on fait ne sert à rien, que personne ne lit ce qu'on écrit, si on écrit des choses, que personne n'écoute ce que l'on dit. Et donc, là, à ce moment-là, il est grand temps de changer. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Ça m'est arrivé avant aussi, avant d'arriver à l'informatique et puis après à l'anthropologie. Donc, j'ai exercé comme anthropologue. J'ai enseigné pendant 9 ans à l'université, dans différentes universités, en Belgique, au Canada et au Congo. Mmh. Et j'ai exercé j'ai effectué de la recherche universitaire pendant 15 ans. C'était magnifique. Vraiment. J'ai adoré ce métier. D'accord, ah oui, donc ça c'est beaucoup, beaucoup d'années finalement en tant qu'anthropologue? Heu, Oui, oui, avant de mais là, en tant qu'anthropologue, tu étais donc universitaire, tu étais oui, encore finalement salarié, tu n'étais pas encore entrepreneur? tout à fait. Tout à fait. Mais donc justement dépendante d'une d'institutions, bon, et de manière de faire des institutions. Disons que c'était moins euh, difficile que dans certaines entreprises. J'ai travaillé dans une holding belge quand j'étais dans la finance, où on avait des plantes de différentes tailles selon le grade, et, des bureaux de différentes tailles, le bureau physique et la pièce. Et Mmh. donc, bon, ça, j'ai trouvé ça limite traumatisant même. Oui, Euh, je comprends. donc, au moins, bon, comme professeur d'université, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de programme comme les professeurs du secondaire. C'est quand même plus facile. Et donc, c'est passionnant, mais c'est beaucoup de travail pour finalement peu de gratification de l'institution. Et c'est généralement d'ailleurs ce qui guette les personnes en burn-out. Donc, je me suis retrouvée en burn-out académique. Ah! OK. Et alors, et c'est ce qui a fait que je me suis posé des questions. En quittant les ressources humaines, donc la directrice des ressources humaines à qui j'avais annoncé que je m'arrêtais 1 an, elle m'a dit, bon, à l'année prochaine, si vous revenez. Comme quoi, Comme quoi, elle avait déjà peut-être eu, ce type de oui, profil et de ouais, de généralement, le burn-out, et ça, je l'ai appris par la suite en devenant thérapeute temps plein, c'est un message du corps écrit en grand, stop, on change d'orientation. Donc l'anthropologie, c'était magnifique, et pour résoudre les conflits, très bien. Mais le reste, tout le reste, l'administration, le publish or perish, donc il fallait beaucoup publier, assister à tous les congrès. J'ai adoré, hein, j'ai adoré ça, mais j'ai beaucoup trop travaillé. Donc ça, c'était une différence du métier précédent qui n'avait pas de sens. Ici, ça avait du sens, mais j'en ai fait trop, beaucoup trop, et sans gratification de l'institution. Les étudiants étaient gratifiants, c'était magnifique, j'ai adoré ça. Le métier intéressant, et stimulant pour l'esprit, mais bon, c'est trop. Et beaucoup de collègues sont dans le cas, ont été dans le cas. Donc, il était temps aussi de repenser ma vie à nouveau. Et ça s'est mis sur mon chemin. Je m'étais formée en yoga à des moments où je n'enseignais pas l'anthropologie. Il y a parfois dans l'année des mois sans trop d'activité. Et donc, une amie m'a dit, mais tu as un diplôme de yoga, donne cours de yoga. Donc, j'ai commencé à donner cours de yoga. Et c'est une élève du cours de yoga qui m'a proposé de l'accompagner en jeûne. Et je réalisais le jeûne pour moi-même, pas du tout comme professionnel. Donc, je lui ai dit oui. Et puis après, ah oui, mais je lui ai dit oui, mais je, n- je n'y connais rien, donc je vais me former vite. C'était devenu urgent, c'était une poussée dans le dos pour avancer. Euh, donc, j'ai cherché une formation et je me suis formée à l'ISUPNAT à Paris, l'Institut supérieur de naturopathie, qui est excellent. Et donc, j'étais enchantée de cette formation et ça m'a permis de l'accompagner, elle, et d'accompagner des groupes par la suite, tout en gardant le bagage d'anthropologue, puisque j'envisage mes stages comme un rite de passage. oui, tout à fait. Et ça, c'était central dans mes cours en anthropologie. Au départ, ce qui m'intéresse, c'est l'anthropologie religieuse, c'est le questionnement de l'humain sur le monde et sa manière de fonctionner, sur l'au-delà, l'après-vie, l'avant-vie, ce genre de choses. C'est le questionnement et la manière dont il l'exprime dans la matière, dans la culture. Et donc ici, dans les stages, c'est ce qu'on fait. Hein, donc, pour se transformer soi. Oui, je peux en témoigner. Le chamanisme, c'est arrivé comment? Est-ce que c'est relié justement à cette anthropologie ou c'est quelque chose que tu as développé par la suite? Alors, c'est un peu des deux.
C'est un ami anthropologue, américaniste, spécialiste des Ashininka au Brésil, qui travaille avec l'ayahuasca. Et donc, je ne connaissais pas l'ayahuasca, étant océaniste, puisque je travaille en Papouasie, et un peu africaniste, puisque j'ai travaillé en Ouganda, au Cameroun, différents pays. Et, et cet ami me propose d'assister à une séance d'ayahuasca. Donc, je l'ai pris comme une opportunité. Je l'ai pris comme peut-être un sujet de recherche supplémentaire, puisque j'étais encore professeur d'université, et une opportunité oui, d'apprendre des choses. Je vais aller voir. J'ai toujours eu la curiosité. La curiosité, c'est une autre qualité de l'entrepreneur. Allez voir. C'est vrai. Vraiment, allez explorer les pistes que vous ne connaissez pas, surtout si vous ne les connaissez pas. Ce sont souvent celles-là qui sont les plus profitables. Donc, j'ai expérimenté cette séance. Et puis après, ce qui m'a plu, c'est pas tellement la plante elle-même, c'est vraiment par la suite qu'elle m'a parlé, je dirais, et que j'ai compris ce que ça faisait exactement. Mais c'est plus le groupe et la manière dont le groupe fonctionnait. J'étais étonnée de la bienveillance du groupe et de la recherche de chacun. Donc, ils étaient tous en développement et en questionnement. Et donc, ça m'a interpellée. Et donc, c'est par la suite, j'ai participé à des séances, d'autres séances, euh, on m'a demandé des séances de thérapie. Je n'étais pas du tout formée en thérapie. J'avais eu des cours de psycho, des cours de communication, toutes sortes de choses, mais je n'avais pas vraiment un profil de thérapeute. Je travaillais avec des guérisseurs. Je travaillais avec des guérisseurs pendant des années. Faisait partie de mes sujets de recherche. Mais les guérisseurs me demandaient mon avis. Ils ont commencé à me demander mon avis, donc ça m'interpellait qu'on me demande mon avis, alors que je n'étais que chercheur. Et puis, à la longue, donc oui, on m'a demandé de soigner. Puis bon, j'ai commencé à le faire. J'ai appris aussi des techniques au tambour. Ça, c'est avec le maître de cérémonie qui m'a conduite vers l'ayahuasca. Puis ensuite, j'étais son assistante. Donc ça s'est un peu bousculé. Tout s'est mis en place. Alors, il faut savoir, il y a Mhm. comme une loi de l'univers, alors même si ça a l'air comme ça très mystique. Euh, Quand vous êtes dans votre axe, tout s'aligne. Oui. Une fois que vous regardez devant vous et vous savez ce que vous voulez, et non pas ce que vous ne voulez pas, tout s'aligne. Les autres vous aident. Les autres sont touchés par votre confiance en vous et par votre envie d'aller jusqu'à votre objectif, et ça fonctionne. Les autres réagissent à votre énergie positive et de mobilisation et d'action. Si vous êtes dans l'inertie, dans le doute, ils vont douter avec vous et ça va être pire. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est de faire un pas en avant. J'ai réalisé mes études d'anthropologie sans un sou en poche. Donc, j'avais Ah bon. dépensé, oui, j'avais pas du tout d'argent. Vraiment, j'étais mais fauchée comme des blés. Mais je trouve que c'est très inspirant ça, parce que ça veut dire que des personnes qui se mettent des barrières en se disant mais non, je peux pas parce que Ah, j'ai pas de sous, ou voilà, c'est pas le bon non, moment. non, Eh bien, en fait, non, il faut s'enlever toutes ces barrières et se dire ab- que tout est possible, hein. absolument, tout est possible. J'ai d'ailleurs dit par la porte ou par la fenêtre, j'y arriverai. Et donc, j'avais pas de sous et vraiment rien du tout. J'ai tout dépensé en Nouvelle-Guinée, ce fameux premier voyage de 6 mois. Donc tout, et vers les derniers jours, mon petit ami de l'époque m'a fait même envoyer de l'argent pour que j'arrive à vivre les derniers jours, et j'avais plus de sous. Ah oui. C'était terrible. Et donc je suis rentrée, j'avais pas de sous, j'avais pas le droit au chômage non plus, puisque j'avais quitté mon métier. Ah ouais. Et donc c'était compliqué. Et puis bon, je voulais m'inscrire à l'université. Oh, le téléphone tombe, pardon. Le téléphone tombe. Je voulais m'inscrire à l'université. Et donc, ça a un coût aussi. Mais des personnes m'ont aidé, mon petit ami m'a aidé, mes parents ne voulaient pas m'aider, ils ne croyaient absolument pas, ils trouvaient que c'était une entreprise folle et déraisonnable, et ça n'a aucune importance. En fait, j'ai tout quitté, ce qui comptait, c'est d'arriver au bout. Euh, Ouais. et j'ai adoré ce que j'ai fait. Donc j'étais sûre de moi et j'ai adoré ça. C'était magnifique. Et le fait qu'il y ait justement les difficultés, ça peut-être été un stimulant aussi. C'était un challenge, justement. C'était une mobilisation des ressources profondes que l'on a, dont on n'a aucune conscience et qui veulent bien se réveiller
au moment où c'est utile. Sinon, elle dort. Bon, Ça me donne des frissons tellement effectivement, je pense que oui, ça résonne. Tu as totalement raison en fait. Tous les obstacles et les challenges en fait sont là pour nous apprendre à finalement aller à la rencontre de nous-mêmes et retrouver ces ressources qu'on a à l'intérieur et qui nous permettent de faire ce qui semble impossible. oui, absolument. Et d'ailleurs, les étudiants, j'ai eu des étudiants en tourisme à l'Université de Bruxelles qui me disaient, mais comment faites-vous? Donc, je leur racontais des anecdotes de terrain d'anthropologue. Comment faites-vous? C'est le feu sacré. Sentez-le à l'intérieur. Chacun l'a. Nous avons tous cette étincelle à l'intérieur. Nous avons tous un domaine qui nous fait vibrer parfaitement, qui nous aligne, qui nous réjouit le cœur. C'est là qu'il faut aller. Des personnes disent, ah oui, mais il faut manger. C'est toujours, on se donne des bonnes raisons, de l'argent. L'argent, j'ai prouvé que c'était totalement possible de s'en passer. Franchement, j'ai fait des enquêtes, des enquêtes, des sondages d'opinion par téléphone. Je lis dans la rue, poser des questions sur les mangeurs de pizza, les gens qui mangent pizza dans une pizzeria plutôt qu'une autre, au tiercé, partout. Euh, j'ai écrit des articles dans des feuilles de chou, vraiment. Et bah, voilà, ça faisait des sous. Et puis, donc finalement, c'est toujours possible de sortir de là. Et des personnes donnent des coups de main, des personnes sont touchées par ça. Euh, et ça fonctionne inévitablement. Le tout, c'est d'aller vers ce qui nous fait briller et ce qui nous fait vibrer. Euh, Pas d'aller faire de la comptabilité si on n'a pas envie d'en faire. Moi, ça m'a amusé la comptabilité. Ça m'a amusé, vraiment. Je trouve ça rigolo, les chiffres. Bon, oui, calcul de résultats. Mais à un moment donné, bon, on a vu le tour des calculs de résultats. Et l'informatique, ça m'a amusé. J'ai adoré étudier, mais le boulot, par contre, c'était moins Ouais. ça. Et là, et en plus, ça n'avait pas de sens éthique. Et Donc, en plus, ce qui quand est on est important, entrepreneur, on est obligé à un moment donné, enfin surtout quand on démarre, de faire sa comptabilité, de faire un peu d'informatique. Donc on a tout réuni. oui, tout à fait. Disons que comme entrepreneur, un comptable, personnellement, je trouve ça vraiment utile parce Oui, que il nous conseille du point de vue des investissements, tiens, prends plutôt ceci ou cela, comment acheter sa voiture, est-ce qu'on l'achète d'occasion, est-ce qu'on l'achète en leasing, est-ce qu'on l'achète neuve ou cash, comment faire, enfin, donc ça, c'est quand même pas mal. Acheter plus grand. Il m'avait même conseillé de mettre un panneau publicitaire sur un morceau de terrain qui était un peu plus loin, enfin, pour justifier la présence du terrain, le cadastre. Enfin, bon. Donc, super, enfin, vraiment très, très utile. Disons qu'il se casse la tête tout seul, pour moi, pour que ce soit mieux et pour payer moins d'impôts, donc c'est pas plus mal. Euh, complètement. c'est, j'ai pris un expert comptable et il est magistral. Il est vraiment étonnant. Il trouve aussi comment faire une structure supplémentaire euh, pour justifier certains types de stages, puisque il y a plusieurs activités à Cacham et donc plusieurs façons de les gérer, donc il y a plusieurs structures fiscales. Mais c'est lui qui a pensé à ça. Euh, je- je- bon, ça dépasse mes compétences complètement. Donc c'est bien de se faire bien épauler, ça c'est Bien un autre. entouré, oui. Oui, oui. Oui, bah, merci effectivement pour ce partage parce que le fait d'apprendre à déléguer aussi et de bien s'entourer de personnes compétentes dans leur domaine, ça fait partie vraiment des éléments de succès dans l'entrepreneuriat en fait. Oui, tout à fait. Et donc en plus quand les personnes travaillent pour vous, si elles sont chez vous, vraiment écoutez-les, prenez le temps de les écouter, de savoir comment va leur famille, comment s'est passé leur week-end, pour être sûr aussi que tout se passe bien et qu'ils aient envie de rester chez vous. euh, Veiller à leur bien-être. Bon, ça a l'air bateau comme ça, mais c'est à répéter au quotidien. Et donc, on n'y pense pas toujours. On n'a pas toujours envie quand on est débordé, que l'agenda déborde. Ouais. Mais c'est vraiment une dimension importante. Invitez-les au resto. Donc, ça, c'est toujours chouette. Oui, et puis ça fait partie aussi du bonheur de l'entrepreneuriat, du luxe de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de choisir les personnes avec lesquelles on travaille et qu'elles deviennent un peu comme une seconde famille en fait. Et c'est important de prendre soin des gens qu'on aime et avec lesquels on passe du temps. Oui, absolument. Donc, c'est très inspirant. Et justement, comment tu en es venu à créer ce champ? Parce que tu nous l'avais partagé
Et je trouvais l'histoire très belle, hein, justement. Le fait que tu aies trouvé ce centre, enfin cette maison d'ailleurs, hein, cette maison, Mhm. et comment ça s'est goupillé finalement assez rapidement, c'est ça Oui. qui est assez Oui. extraordinaire. Donc, à nouveau, quand tout s'aligne, quand nous sommes sûrs de nous, tout s'aligne et tout se met en place de manière rapide. Donc ça peut être spectaculaire. Donc j'ai commencé les stages dans mon ancien lieu et donc j'avais créé un gîte et j'avais une maison et un gîte à quelques pas. Les deux maisons se rejoignaient par les jardins et donc les centres, le centre c'était les deux maisons. Les séjours de l'anthropologite, bon, Mm. pour l'anthropologue. Et finalement, cet endroit était plus exigu par rapport aux activités que j'avais envie de développer. Puisqu'on est dans le chamanisme, il y a des huttes de sudation, et il y a une yourte maintenant, toute une série d'habitats légers que j'avais envie de mettre, impossible hein, dans les petits jardins. Donc, j'ai cherché un autre endroit pour aller installer ce qui est devenu Akasham. Ça ne s'appelait pas encore Akasham, je n'avais pas encore pensé. Et puis, j'ai cherché les signes. Donc, à force de travailler avec le chamanisme, j'ai appris aussi à lire les signes de la nature et les signes autour de moi. Quelque chose qui se manifeste dans la matière. Alors, Jung appelle ça la synchronicité, on appelle ça comme on veut, mais en attendant, ça peut être très, très, très inspirant, instructif et guidant. Et puis, il y avait un mouvement en Ardèche de certains de mes amis qui me disaient, mais va en Ardèche, il y a de la place en Ardèche, pourquoi pas? Je peux aller en Ardèche, je peux aller à Bali, je peux aller aux États-Unis, enfin, je peux aller n'importe où, quelque part, un endroit où je sois utile. Donc ça, c'est vraiment essentiel dans cette activité et essentiel pour moi. Donc ça pourrait être l'Ardèche. J'aime bien l'Ardenne. J'aime l'Ardenne aussi. J'aime Beaurain, j'aime l'énergie de Beaurain, qui est particulière. Dès qu'on quitte Beaurain, on sent tout de suite la différence. Il y a un rayonnement bienveillant autour de Beaurain, qui est un lieu d'apparition mariale. Oui, tout à fait. Mm. Et bon, donc Beaurain ou l'Ardèche, a priori. Donc je m'étais dit d'attendre que ça se concrétise tout seul, d'une certaine façon, en tout cas que ça s'exprime, que l'univers s'exprime, que quelque chose se manifeste. Et donc mes maisons étaient en vente, mes deux maisons là, la maison et le gîte étaient en vente. L'agent immobilier me jette dehors en me disant, voilà, aujourd'hui il y a 22 visites, donc tu t'en vas, tu vas te promener et on verra à la fin de la journée ce qui se passe. Très bien. Donc ce jour-là, je n'ai rien à faire. Je suis avec mes chiens. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder les maisons en vente à tout hasard et je vais aller voir où elles sont. Et puis, mais je ne prends pas rendez-vous, je vais juste voir l'environnement. Puis, je vais aller me promener dans les bois, sur le chemin, etc. Donc, et c'est en regardant des maisons et enfin, en regardant où elles se trouvent, je me dis, tiens, oui, il y en a une dans ce village et dans un autre village. Et puis, je vois une route que j'avais déjà croisée avant et ça faisait des années, ça faisait déjà 11 ans que j'étais dans la région. Ça faisait des années que je m'étais dit, mais tiens, je vais, euh, euh, je vais suivre cette route et voir où elle mène. Puis, j'emprunte cette route et je découvre un endroit magnifique, vraiment splendide. Waouh, ça alors, il y a ça tout près de chez moi. J'ai jamais vu, j'ai pas vu tout ça, une pêcherie, une belle clairière, des bois. Je vais promener mes chiens. Et puis, je continue la route après la promenade et je monte la route et j'arrive dans un village que je connais pas, qui est aussi, donc c'est à une dizaine de kilomètres de mon ancien chez moi. Ah, tiens, où est-ce que je suis ici? J'arrive devant une maison en vente que j'avais déjà vue sur ImoWeb. ImoWeb, je l'avais déjà vue en ligne. Je me dis, ah ben alors, c'est frappant. Et ah oui, et j'oubliais, et sur le chemin, en empruntant cette route, deux éperviers sont passés juste devant mon pare-brise. C'est quand même donc m'invitant à regarder mieux. Regardez mieux, regardez plus finement. Ah, bon. Je regarde alors et je vois cette maison en vente. Je me dis, bon, alors c'est peut-être le signe, c'est celle-là. J'étais sûre de moi. Je me dis, allez, c'est celle-là. Ça doit être celle-là. Deux éperviers. J'arrive à cette maison. J'avais pas vu le nom du village.
Bon, c'est ça, je la repère sur ImmoWeb, je prends rendez-vous pour le lundi suivant. Je vais visiter cette maison. En passant la porte, je sens que c'est pas celle-là. Si tout à l'heure, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je ne vois pas? Deux éperviers, donc ils regardaient à deux fois. J'étais avec deux amies. Et une dit, la maison à côté de celle-ci est en vente. Ah, ben, j'ai pas vu. J'ai pas vu cette maison en vente. Où ça? Ben, celle-là. Ah bon? Une grosse ferme ancienne. A priori, je n'aurais pas acheté cette ferme. Elle est tristounette. Mais bon, voilà, je la vois. Ah oui, il y a une affiche dessus. Elle n'est pas en ligne. Bon, ben alors très bien, c'est peut-être. Enfin, on ne sait pas pourquoi elle n'est pas en ligne. Mais en attendant, elle peut la visiter. Ah oui, oui, le propriétaire a dit que tu pouvais, mais très vite parce que l'agence n'est pas là. Mais l'agence arrive et en principe, ils ne peuvent pas faire visiter sans l'agence. Très bien. Bon. Donc, je vais visiter cette maison, pas de course, je visite même pas tout. C'est une très grande maison. Et puis, en visitant, je me dis, tiens, elle est quand même spacieuse. Je n'avais pas l'envie de faire des travaux. Donc, une de mes demandes à l'univers, c'était, j'aimerais pas de chantier encore. J'avais déjà 3 chantiers derrière moi, j'avais pas envie d'un quatrième. Ouais. Et puis, je visite la maison et puis je vois le terrain derrière. Et c'était le terrain derrière l'autre maison en vente, en réalité. J'avais posé la question à l'agent immobilier qui m'a dit: «Ah, je ne sais pas à qui appartient ce terrain». Je lui ai dit: «Tiens, ce serait bien ça, ce beau terrain derrière chez vous», mais ça n'appartenait pas à la maison en vente, que j'avais Ouais. visitée. Et puis mais c'est un prolongement de l'autre maison. Donc ce beau grand terrain avec verger, des arbres fruitiers, un minuscule étang, un énorme noyer. Un gros hangar aussi, plein de choses. Ah, tiens. Ah bon, combien coûte-t-elle? La moitié de l'autre. Ah bon? Bon, moi je l'achète. Je vais l'acheter, c'est ça. En fait, je n'avais pas vu cette affiche sur la maison. Je n'aurais pas pu la voir parce que j'étais dans l'autre, mais la première maison. Et en réalité, ce qui est amusant, c'est que l'agent immobilier avait mis l'affiche sur la maison le matin même. Donc, il était 9h30, l'affiche avait été placée à 9h. Et l'agent avait oublié son appareil photo à l'agence, était allé le rechercher et sur ce temps-là, moi, je visitais la maison. Donc, l'agente immobilière est arrivée avec son appareil photo, elle a pris les photos, ma voiture est sur les photos. Tu vois? Incroyable, ouais. Donc, j'ai juste eu le temps de négocier. Alors, il y a eu des bricolages dans le sens où le propriétaire a dit: «Oui, mais non, pas au prix, hein, il faudra monter le prix». Ah, mais combien voulez-vous? Moi, je l'achète. Je n'avais pas envie que cette maison aille sur internet pour que les Flamands se battent pour l'acheter parce que dans la région, c'est très prisé et Ouais. donc les Hollandais, tous les Hollandais, les Néerlandais et les Flamands se précipitent sur les maisons villageoises ici et à des prix, double ou triple du prix du marché en réalité. Donc je ne voulais surtout pas que ça aille sur internet. Si c'était sur internet, ça aurait été trop pour moi. Je Ah n'aurais oui. pas eu assez de budget. Même en vendant mes maisons, je n'aurais pas eu assez pour acheter ici et rénover. Mmh Parce mh. qu'il fallait, rénover de fond en comble. Donc, je me suis dit: «Bon, allez, je l'achète. Oui, hein, c'est un chantier, c'est un sacré chantier d'ailleurs, mais d'accord, je le prends si ça va vite». Donc ça, c'était le deal que j'ai dit en l'achetant à l'univers. D'accord pour l'ultime chantier, mais ça doit être rapide. Je ne veux pas de long chantier, donc ça doit être éclair. Et effectivement, donc on est parvenu à un accord avec le propriétaire et l'agence. Il a fallu juste un peu, discuter sur les angles, parce que je lui ai fait une offre, alors il nous faisait la moue et c'était pas ça, vous voulez plus? Ben oui, ah bon, mais combien? Dites-moi. Il voulait pas me dire. Délicat dans des cas comme ça, finalement, il n'a pas donné de prix Ah non plus. Donc finalement, on s'est mis d'accord, je l'ai acheté et tout s'est mis de manière spectaculaire. Donc, je n'ai même pas dû parce que il fallait déménager les 2 maisons, je n'ai même pas dû chercher des gens qui m'ont aidé pour le déménagement et pour, la mise en carton. Tous les copains sont proposés, donc ça, c'est fantastique. Il y a même un stagiaire qui m'a dit 3 jours avant le déménagement: «Une camionnette de 13 mètres cubes, ça t'intéresse?» «Ah, oui». «Et tu viens avec une camionnette?» «Oui». «Ah bon?»
Et donc, il a été formidable. Il a tout déménagé avec, bon, avec les copains aussi. En fait, je suis allée signer le matin du déménagement. Je suis revenue avec les clés. Il y avait 12 voitures devant la maison déjà remplies de choses, plus la camionnette de 13 mètres cubes. Et donc, c'est... Ah, attends, je mets sur messagerie. Voilà, c'est un appel, pardon. Euh, donc, ils m'attendaient après la signature de l'acte de vente, sagement devant la maison. On a tout déménagé ce jour-là, mais j'ai rien dû faire. Enfin, tout s'est mis en place. Donc, j'ai déménagé le 3 décembre 2020 et acheté la maison le 3 décembre 2020. Le 4 décembre, la roulotte arrivait, la roulotte qui me sert de lieu d'habitation maintenant. Oui, bah oui, Euh, c'est vrai que tu n'habites pas dans cette magnifique maison. D'ailleurs, voilà, je peux témoigner qu'elle est très belle. Tu en as fait un très joli havre de paix. C'est très, très agréable. Enfin, c'est vraiment un très beau lieu où séjourner, où faire son jeûne. à cet égard, il est important de maintenir l'objectif des choses. Donc, ici, mon intention était de concevoir un lieu pour les stagiaires et les personnes en recherche. Donc, ça a été pensé pour ça. Ça n'a pas été pensé pour moi, je n'ai pas de place dans cette maison, c'est drôle à dire, mais c'est ainsi. Et donc, j'ai ma place dans cette petite roulotte dans le jardin et c'est merveilleux. Ça a un avantage, c'est d'être posé quand des personnes viennent en stage ici, de pouvoir se ressourcer, d'avoir son espace bureau, son espace travail. Donc, c'est vraiment la bulle de, de récupération, cette roulotte. Donc, c'est vraiment très bien. Mais en attendant, donc tout s'est mis très bien, très facilement. Donc les personnes qui proposent leur aide, et puis ensuite, donc la roulotte qui arrive le 4. La yourte arrivait le 10. Donc il y a une yourte qui me sert au yoga, au travail chamanique, à différentes activités. La Ton yourte malade, arrivait. d'ailleurs, qui est derrière toi. Ah oui, mais ça, Tu es dans la yourte, non? Ouais. tout à fait. Euh, donc il y avait un énorme hangar agricole qu'il fallait démonter. J'ai proposé ce hangar à un entrepreneur en lui disant, je te le donne, donc il ne faut pas hésiter à donner non plus, et à pas toujours vendre tout, sinon on perd une énergie énorme et un temps énorme. Donc je lui ai donné à condition qu'il l'emmène avant le 10. Et donc ils sont arrivés le 8 pour le démonter, ça a été hyper rapide, donc ils ont démonté un hangar quand même 250 mètres carrés, flambant neuf, donc il fallait Ah, ouais. quand même démonté. Et donc, ils l'ont démonté, emmené pour qu'on puisse construire la yourte et mettre les autres habitats légers, sauna, toilettes sèches, cabane, un abri à bois également. Donc, tout ça est sur l'espace de du grand hangar qui était là avant. Et tout s'est mis, et les travaux ont commencé le 10, les travaux lourds ont commencé le 10, le jour de l'arrivée de la yourte, et ça devait être fini pour le premier stage le 28 février suivant, le 28 février 2021. Et donc, c'était fini le jour du stage, donc le 28. En fait, je leur avais dit le 15, donc il y avait un petit retard. Bon, enfin, bon, on ne va pas leur en vouloir non plus. Euh, le, le jour du stage, il y avait encore toute une série de gens qui couraient partout 15 minutes avant l'arrivée des stagiaires et avec un demi-mur qui est pas tout à fait peint. Et bon, mais c'est pas très grave. Une cuisine, une salle de bain parfaitement carrelée, mais des bricoles. Et donc, et voilà. Et, mais ça a demandé de surfer sur la vague. Donc, il y avait 25 hommes sur chantier en décembre 2020, en même temps. Donc j'arrivais avec des caisses de kugnou pour le moral des troupes. Des kugnou, c'est une spécialité boulangère locale. Ah oui, d'accord. Ça me faisait plaisir de recevoir un petit kugnou et différentes choses. Je leur apportais des choses à manger. Ils étaient contents. Et donc, ils ont bien bossé, vraiment. C'était superbe. Euh, Plein d'hommes partout, en plein virus, en plein Covid, en plein cirque avec les mamasques, Ah etc. oui, waouh. Et donc, bon, voilà, il y avait des triples files de corps de métier devant la maison, en même temps, parce que tout le monde travaillait en même temps, et ça a marché. Donc, j'ai Ouais, beaucoup tout à de ça, fait. C'est bien. rénové cette ferme de fond en comble, cassé des murs porteurs, c'est vraiment, c'était colossal, Ouais. euh, en 2 mois et demi. Ah, Donc, on a... génial. Donc pendant que
il y avait ce climat morose. Vous étiez en pleine construction de Oui, havre de paix. voilà. C'est formidable. Euh, et c'est d'ailleurs un bel exemple de saut de foi, le saut de la foi, comment on appelle ça? Le saut de l'ange, Oui, où, où tu t'es vraiment effectivement laissé porter par ton intuition, ton appel du cœur. Et finalement, tout s'est aligné et tu as pu réaliser ce cadre formidable pour les jeunes et mettre en place ben, cette, cette activité qui finalement est ton activité qui te correspond maintenant, en fait. oui, tout à Peut-être fait. sans doute jusqu'à la fin de tes jours. Oui, peut-être. Ce qu'il est essentiel aussi, c'est que ce ne soit pas un travail. Parce que hier, je suis allée au restaurant avec une amie et la restauratrice me dit, alors, on retourne au taf? C'est tout sauf ça. Mm. C'est pas ça. Si vous pensez que vous retournez au taf, ne retournez pas au taf. Faites Bah autre oui, chose. ouais. Ouais, Vraiment, je suis bien la d'accord. vie est courte. Elle s'arrête vite. On a cette chance d'être en vie et de pouvoir faire ce qu'on veut finalement, prendre la direction qu'on veut. Alors on peut se flageller en disant oui, oui, j'ai une enfance malheureuse et j'ai des parents sans le sou. Mais quand vous êtes adulte, vous avez toutes les ressources. Alors vraiment, j'ai vu hier aussi, ou avant-hier, un petit film sur le fondateur de TikTok. TikTok n'a pas de jambes. Ce Ah, gars n'a pas de jambes. ah oui, je ne savais pas. Mm. Comment il n'a pas de jambes? Il a créé ce TikTok. Alors bon, je ne suis jamais allée sur TikTok, je vois bien à quoi ça ressemble, mais donc je ne suis pas utilisatrice de ça, mais quand même, ça a fonctionné pour lui. Donc, ne vous trouvez pas des raisons. Il y a des personnes qui ont créé du grand, du beau, magnifique pour plus d'harmonie dans le monde, et en elles-mêmes, euh, en étant beaucoup plus handicapées ou invalides ou privées que vous, vraiment. Donc, croyez en vous, c'est vraiment la base de tout. Et entrepreneur aussi, c'est magnifique. Franchement, j'ai été employée dans plusieurs types de sociétés, plusieurs types de structures, de l'UNIF au privé, des petites, des grandes entreprises. L'entreprise de leasing, c'est une petite entreprise. La holding avec la comptabilité, c'est une grosse. Euh, Franchement, comme entrepreneur, on fait ce qu'on veut. Et ça n'a pas de prix. C'est magnifique. Si quelque chose ne fonctionne pas comme on a envie, on change. C'est simple. Si je décide de fermer la semaine prochaine un jour, je ferme. Donc, je n'existe pour personne. Si j'ai envie de me faire remplacer au cours du yoga, je me fais remplacer. C'est d'un confort, franchement. Oui, Oui, il y a des taxes, etc. Bien sûr, il y a des taxes, mais ça n'a, ça n'a pas de comparaison, ça n'a pas d'équivalent par rapport à tous les employeurs du monde. Les employeurs arrivent toujours en frein. Il y a des rapports de force, certains. Dans les bureaux, c'est le pire. Les discussions de bureau, et les critiques des uns et des autres. Alors, on reste humain, bien sûr, et chacun avec ses particularités. Mais est-ce que vous avez envie de ça, franchement? Enfin, faites du beau et créez des choses belles et ouais, excellez dans votre domaine. ouais. Si vous aimez la couture, faites de la couture, faites quelque chose de beau, inventez. J'ai eu une colocataire comme ça qui faisait de la couture. Alors, on peut dénigrer la couture en disant oui, faire des ourlets. Oui, mais elle faisait pas des ourlets. Elle faisait des peintures en couture. Donc, elle prenait des photos et puis après, elle utilisait cette photo pour faire des tableaux cousus. C'était Mm. génial. Wow. Et donc maintenant, elle est prof en beaux-arts en Slovaquie et elle expose ses tableaux extraordinaires. Vraiment en superposition de tissus cousus. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a sûrement un nom pour ça. Ouais. Et vraiment, et donc elle était excellente là-dedans. Elle est restée excellente au point d'enseigner dans une école de beaux-arts. Donc vraiment, suivez la voie dans laquelle vous vibrez. Et si vous ne savez pas quelle elle est, réfléchissez à quoi vous jouiez quand vous étiez petit et ce qui vous plaisait et vous allez trouver des réponses. Vraiment, que c'est là l'essentiel. L'enfant sait ce qui convient à l'adulte. L'adulte a oublié souvent.
Il a suivi la mission familiale, il a suivi le rôle téléguidé par la société. Il vit par inertie et reste avec son conjoint parce que qu'il n'aime plus depuis 15 ans, mais c'est mieux de rester avec son conjoint. Non, c'est vous ne l'aimez plus, mais qu'est-ce que vous faites avec cette personne? Oui, souvent c'est par peur, malheureusement. C'est pas parce que justement ils ont peur de se lancer, peur du manque voilà des conditions matérielles et puis il y a le confort. Le confort peut être un piège. C'est un piège et ça nous perd. Ouais, Ça nous perd parce que on n'atteint jamais la perfection. Et à force d'ajouter du confort dans nos vies, on s'isole trop dans tous les sens du terme. On isole la maison et puis on tombe malade. On s'isole trop des autres. Le confort, c'est quoi? C'est de passer la journée dans le canapé sur Facebook. Et puis après, à la fin de la journée, ça te dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Alors que le monde m'ouvre la porte, c'est alors ça. qu'il y a tellement de belles choses à voir, alors qu'on peut s'émerveiller, passer du temps. Il vaut mieux passer du temps en contemplation devant un brin d'herbe que sur Facebook. Oui, je suis d'accord. J'y passe moi-même très peu de temps, donc c'est vrai que par rapport à ça, je suis entièrement en phase. Mais d'ailleurs, je suis en phase avec tout ce que tu as dit. Je trouve que c'est un très bel exemple inspirant d'entrepreneuriat, de parcours. Donc j'espère que plusieurs, enfin de nombreux de nos, auditeurs, de notre public va effectivement trouver cet élan à l'intérieur d'eux pour se lancer, se libérer des chaînes, parfois du salariat, qui peuvent être confortables, qui ne vaudront jamais en fait cette liberté et ce luxe de pouvoir vivre selon son cœur et vibrer par ce qu'on fait en fait et Oui, pouvoir apporter justement sa contribution au monde parce que après c'est aussi cette joie qu'on apporte au monde, ce bonheur qui est contagieux. tout à fait. Et aussi, alors, Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez dans le monde, mais oui, soyons le changement. Et en étant entrepreneur, on s'en donne les moyens. En étant salarié, on reste coincé par la structure, coincé par le chef, coincé par une manière de faire déjà installée de la société. Ça peut être rassurant en se disant, oui, mais j'ai mon salaire tous les mois. Oui, et alors? Le sens de la vie, vraiment, posez-vous cette question. Ça s'arrête très, très, très vite. Quand le temps s'accélère au fur et à mesure que les années s'accélèrent. Donc, vraiment, il vaut mieux faire attention à ce qu'on fait et bien choisir ce que l'on fait. Exactement. Donc, bah, on va peut-être conclure sur ces belles paroles et proposer à ceux qui le souhaitent justement bah, de faire ce stage de ressourcement, de transformation en fait, hein, que tu proposes à travers un jeûne. Alors, ceux qui n'en ont pas fait, c'est beaucoup moins difficile qu'on l'imagine. Moi, je suis vraiment une adepte du jeûne. J'ai commencé en 2016 et à chaque fois, bah déjà, c'est un groupe qui est. Il y a l'entrain, l'émulation du groupe qui est formidable. On apprend des choses des uns et des autres. Il y a une forme d'intelligence collective qui se met en place. Et puis, on sent aussi qu'on se libère hein, à travers le jeûne, on se détoxifie. L'avant et l'après est complètement différent. Hein. On sort, on est plus léger, on a la peau enfin, lumineuse, les yeux brillants enfin bon voilà. Moi je suis vraiment une fan. Et d'ailleurs c'est par le jeûne que j'ai découvert Astrid, qui est sur le site de la Fédération française de jeûne et randonnée. Donc c'est un peu comme ça parce que je cherchais des dates et ça tombait. C'était la seule organisatrice cette semaine-là et c'était en Belgique. Alors bon, Belgique, c'est pas pour moi la porte à côté, mais quand même, c'était plus proche, c'est plus proche quand même que le sud de la France. Et je me suis dit, bon, c'est combien de temps? Bon, c'est 4 heures de route. Euh, le lieu a l'air magnifique, les témoignages sont superbes. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet endroit bah, que j'ai beaucoup aimé, ce havre de paix, donc avec Astrid qui est très inspirante. Enfin, les journées sont vraiment
bien rempli. Et on découvre aussi plein de gens formidables, enfin, je pense notamment cet animateur qui a fait partie des enfants qui ont vu l'apparition mariale, Mhm. où c'était un fils de ceux qui ont vu, oui. C'était un fils des enfants qui ont vu l'apparition mariale, donc à Beaurain. Il y a ce témoignage aussi de cette femme que j'ai trouvé extraordinaire, qui se nourrit de lumière alors que elle aussi, enfin, elle a eu un parcours justement de cadre dans une grande entreprise, dans le marketing, je crois, et puis enfin, sa vie a basculé. Enfin, voilà, il y a eu plein de témoignages inspirants, plein de choses très inspirantes. Donc, Voilà, une petite semaine pour voir clair, pour dissiper les voiles, se recentrer sur soi et surtout secouer le Tetris pour tout remettre dans une place plus harmonieuse. C'est comme si l'esprit était composé de pièces de Tetris et tellement déplacé, bousculé que finalement ça pousse sur les parois et donc ça finit par devenir inconfortable et on a l'esprit rempli d'ailleurs et compact, serré, confus, on ne voit plus rien ne circule. Et puis dans les stages, on secoue tout dans tous les sens. Les pièces sautent dans tous les sens, sont dans l'espace. On les remet ensuite toutes seules, elles s'agencent naturellement dans un ordre plus harmonieux et en même temps, ça libère des morceaux qui n'ont pas leur place dans le Tetris, qui s'éliminent naturellement et ça ouvre tout un espace, le champ des possibles. Donc à la fin du stage, l'esprit est clair et on sait ce qu'on veut. Bien souvent, des personnes en changement de vie, et notamment professionnelles, personnelles, familiales, de lieu de vie, il y a déjà eu toutes sortes de personnes comme ça. Les personnes en basculement, en changement de vie, viennent au stage. En début de stage, l'esprit est confus et on ne sait pas très bien où on va. Et en fin de stage, souvent, l'esprit est plus clair. Et le stage continue à faire son effet des mois après. J'ai vu passer un message d'un ancien stagiaire qui était venu à l'été dernier. Et à l'automne, il a laissé tomber son travail. Il était juriste. Il est parti en Amérique du Sud. Bon, alors, très bien. Donc, ce qui compte, c'est de faire circuler, c'est de faire le pas, c'est de se dire que la vie est magnifique et qu'il s'agit d'avancer dans cette vie, de profiter de tout ce qui nous est donné parce que c'est un immense cadeau collectif que ce monde, plutôt que de rester chez soi dans sa boîte à se morfondre et se dire que rien ne va. Oui, bon, il y a cette fameuse phrase de toi, elle s'il t'aidera, mais oui, absolument, c'est une vérité. Et donc le stage peut être une façon de déclencher quelque chose qui sera merveilleux et d'ouvrir la voie qui vous conviendra, avec des intervenants bienveillants et à l'écoute, et donc et grandir, avancer sur son chemin. magnifique. Bon, bah écoute, je crois qu'on peut s'arrêter sur ces très belles paroles et puis ben, laisser au public le soin de te contacter par l'offre qu'on mettra sous la vidéo. Voilà. Merci Martine. Ben, merci beaucoup, Estrid, d'avoir pris ce temps avec nous. Et puis, belle continuation à toi et à bientôt. À bientôt Martine.